La grande méchante interview. Oula, ça fait peur. Ça promet. Malgré ce jingle un petit peu qui fait peur, voilà. Effrayant. Vous inquiétez pas, je serai très indulgente. Alors, avant ma série de questions courtes qui arrivera un peu plus tard dans l'émission, je voudrais quand même approfondir un petit peu plus avant avec vous. Alors maintenant qu'on a eu du coup une vue d'ensemble un peu plus éclairée sur ce que pourrait être un nouvel impôt européen éventuellement, j'ai quelques questions pour vous, Amélie Barbier-Gauchard, qui me trottent dans la tête. Tout d'abord, sur le plan des probabilités réalistes, qu'est-ce que sont ces nouvelles ressources au niveau européen ? Enfin, qu'est-ce que ces nouvelles ressources au niveau européen pourraient concrètement financer dans les années à venir, à part le remboursement du coup de ce plan nouvelle génération ? Alors, au niveau européen, déjà, il faut savoir que les décisions sont prises pour une période de 7 ans. Donc là, de 2021 à 2028, on sait sur 7 ans les moyens financiers dont va avoir besoin l'Union européenne. C'est quelque chose de très stable, voire de très rigide, puisque c'est ce que souhaitent les États membres, qu'on sache sur 7 ans ce que va dépenser l'Europe. Donc, on sait pourquoi on va avoir besoin d'argent. Et j'ai envie de vous dire, il n'y aura pas de dépenses nouvelles. Donc, c'est le cadre financier pluriannuel, les 1 000 milliards qui ont été décidés pour 7 ans, pour reconduire les politiques communautaires traditionnelles que l'on connaît, la politique agricole commune, la politique de cohésion, le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc ça, c'est les politiques traditionnelles. Et ça, on a les ressources. Mais la nouveauté, et j'ai envie de dire la bonne nouvelle aussi pour l'Europe, c'est que dans le cadre de cette crise tout à fait particulière, inédite, à laquelle on n'était pas préparé, on a réussi quand même, les États membres ont réussi, même si ça reste encore un peu suspendu au vote du Parlement, mais à décider collectivement d'un grand plan de relance. 750 milliards d'euros, c'est énorme. Se mettre d'accord à 27, c'était presque improbable. Donc, les besoins financiers, ils sont circonscrits à ces 750 milliards d'euros. Sur ce plan de relance, il faut quand même souligner que c'est vraiment inédit ce qui se passe en Europe. Qu'il y a des critères à respecter, que les pays savent exactement quel argent ils récupéreront au titre de ce plan de relance. Dans le cas de la France, c'est 40 milliards d'euros sur un plan de relance qui va coûter en France 100 milliards. Donc c'est énorme. Ouais. C'est 40% du financement du plan de relance français sera financé au niveau européen. D'accord. Donc c'est quelque chose d'inédit. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la construction européenne. On n'a jamais autant compté sur l'Europe en France qu'aujourd'hui. Exactement. Et ces fonds ne sont pas attribués n'importe comment. Les pays ont des critères à respecter. Il doit y avoir des programmes à destination d'objectifs environnementaux, d'objectifs sociaux, de la digitalisation d'économie. Il faut que les pays continuent à gérer sainement leurs finances publiques. Donc ce plan de relance, ce dont on ne parle pas, c'est qu'il y a quand même une condition pour en bénéficier. C'est ça aussi qui fait que certains des pays, notamment au respect de l'état de droit, ont posé des problèmes. Je ne dirais pas qui sont ces pays, mais je vous laisse deviner. Une petite idée tous quand on la on devine. Voilà, 2 pays en particulier ont freiné le processus, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Mais évidemment, les ressources n'étaient pas là. Donc, le besoin de financement, c'est 750 milliards d'euros. Il va falloir trouver, puisqu'en 2028, il faut rembourser. Donc, à votre question, quel autre type de dépenses on va avoir besoin de financer ? C'est celle-ci. C'est le plan de relance. budget. Ouais, c'est le budget Voilà, qui a et été qui voté. est vraiment là pour bénéficier aux États. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est levé collectivement pour que chacun des 27 puisse mettre en œuvre un plan de soutien dans son économie. Donc, le besoin de financement, il est là. D'accord. Et on est d'accord que du coup, ce plan de relance-là, il a été voté, il a besoin de l'unanimité pour être accepté, et ça a été le cas du coup. C'est pour ça qu'à l'automne dernier, on était suspendu à l'inflexibilité hongroise ou polonaise, et que finalement, tout ça, c'est plutôt bien terminé. D'accord. Et justement, à propos du coup de ces questions d'unanimité et de décision sur l'économie de l'Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe devrait disposer de davantage de compétences en matière fiscale, davantage de liberté en tant qu'Europe en matière fiscale, afin de faciliter la gestion de son budget et évoluer vers davantage de gouvernance économique, pour reprendre vos mots, dans un article que j'ai lu récemment dans Ouest France, que vous avez rédigé ?
Oui, alors justement, ce terme de gouvernance économique, je l'utilise parce que c'est un mot valise, un mot assez dangereux derrière lequel on met tout et n'importe quoi. Donc, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. De la gouvernance économique, au niveau de l'Union européenne et de la zone euro, il y en a déjà. En fait, gouvernance économique, c'est simplement répondre à la question « qui fait quoi ?» Voilà, on a un problème à résoudre. Bon, là, c'est la relance de l'économie. Qui fait quoi? Est-ce que c'est du ressort du budget communautaire? Est-ce que c'est du ressort des États membres? Et du coup, j'en arrive directement à votre question qui est est-ce que l'Europe devrait avoir de la compétence fiscale? Alors, comme l'a souligné Gwen, comme c'est une fonction régalienne, ce n'est pas possible politiquement. En revanche, est-ce que le budget communautaire devrait disposer de nouvelles ressources? Puisqu'il faut bien dire que le budget communautaire, il est dépendant à 90% de ressources qui sont prélevées sur les recettes des États. Donc, chaque État contribue en fonction de son niveau de richesse. C'est une sorte de principe d'équité, de solidarité. C'est ça qui a fait que les Anglais sont partis d'ailleurs. Ils estimaient à tort qu'ils contribuaient trop au budget communautaire, sans voir tous les bénéfices induits à l'appartenance au modèle européen. Bon, voilà, ça c'est leur problème. Mais du coup, le budget communautaire dépend à 90% de ressources prélevées sur les ressources des États membres. Donc, c'est cette dépendance financière des États membres qui est contraignante et qui fait que dans ce genre de situation, on n'a pas d'autres ressources, on n'a pas de ressources. Il faut en trouver d'autres, c'est ce qu'on appelle des nouvelles ressources propres. Et c'est ça justement que le contexte sanitaire et le plan de relance nécessitent de faire maintenant pour que le budget communautaire ait... Alors, autonomie fiscale, c'est un peu exagéré comme mot, mais est un peu plus d'autonomie en termes de ressources, sachant que le niveau communautaire n'a pas de pouvoir de lever l'impôt. Donc, vous voyez, on est déjà... voilà. Mais effectivement, si votre question voulait dire est-ce que le budget communautaire devrait pouvoir disposer de ressources plus importantes et moins dépendantes des États membres, la réponse est clairement oui. Ouais. Et par exemple, ce serait peut-être mieux aussi de ne pas avoir besoin de l'unanimité, ou alors... je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Unanimité ou majorité plutôt au Parlement pour les questions fiscales? Vous pensez que c'est essentiel d'avoir l'unanimité? Là, on touche quand même à des éléments de souveraineté quand même nationale, la fiscalité, les ressources fiscales. Et pour qu'il y ait adhésion de tous, sur le fond, le principe d'unanimité est quasiment incontournable. On voit bien que si on était dans une situation où il faudrait juste la majorité, ça voudrait dire qu'un certain nombre des pays ne seraient pas favorables. Enfin, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Mais c'est compliqué pour le coup à obtenir. Au nom de la vraie cohésion européenne, autant garder l'unanimité sûrement. Et de ce qui est quand même le ciment de la construction européenne, c'est la solidarité entre les États. Voilà, nous, on peut se le dire entre nous, et je pense que c'est bon de le rappeler. Voilà, les États membres, ces dernières années, ont plutôt raisonné un peu en termes de juste retour, mais le principe, l'essence même de la construction européenne, c'est bien la solidarité entre les pays. Et c'est ça qui est beau. J'ai une dernière petite question bonus, une dernière petite question tout court, pour vous. Là encore dans les suppositions, de ces taxes potentielles qu'on vous a présentées, laquelle a le plus de chances d'être le plus aboutie, selon vous? Alors, en général, moi, quand je pose des questions bonus, c'est un truc où c'est sûr qu'on peut répondre facilement et c'est ça. Il n'y a pas de joker ici. Une question bonus. Pas de repos chez nous. Ce n'était pas du tout une question bonus. Même une question piège. Pardon. Alors, laquelle a la plus de chances de voir aboutir? Comment je peux répondre à cette question? Alors, si vous ne trouvez pas le moyen, ce n'est pas grave. Toutes les taxes, elles présentent toutes de nombreux mérites. Alors, certaines permettraient d'avoir des ressources financières beaucoup plus conséquentes que d'autres. La taxe GAFAM, par exemple, quand on chiffre ce qu'elle rapporterait au budget communautaire, finalement, ce n'est pas si important que ça. En revanche, la taxe sur les transactions financières, la fameuse taxe Robin des Bois, elle permettrait d'abonder, vraiment, en termes de ressources. Le fait qu'on arrive à un consensus sur ces taxes qui devrait plutôt être adopté au niveau international en termes de réalisme, d'horizon temporel. J'ai envie de vous dire, c'est pas pour maintenant. D'accord. Bon, la taxe carbone sur les échanges aux frontières, finalement, c'est quelque chose qui pourrait devenir assez consensuel entre les pays, puisque ça n'en défavorise finalement aucun à l'intérieur. C'est fait pour stimuler la compétitivité à l'intérieur du territoire, à l'intérieur de l'Union européenne. Ce seraient des taxes pour les échanges, qui taxeraient les échanges avec l'extérieur, avec hors UE. Donc, en termes
d'acceptabilité par les États membres, ça me semblerait plus réaliste. Ça ne pèserait pas sur le consommateur, ce n'est pas des ressources qu'on enlèverait aux États membres comme une ressource potentielle que eux pourraient collecter de leur côté. Donc ça, en termes de réalisme, ce serait peut-être plus probable. Les deux autres, je vous dis taxe sur les transactions financières et taxe GAFAM, on a bien vu ces dernières années, on n'a jamais réussi. Et ce sera plutôt au niveau international que ça devra se faire, quoi. Et excuse-moi, selon vous, quelle serait la solution pour que la taxe GAFAM voie le jour sans qu'une guerre diplomatique, entre guillemets, éclate de nouveau entre les États-Unis et l'Europe ? Ce qui va être crucial, c'est l'attitude des Américains face à cette taxe. Si finalement, et c'est un peu la tendance qu'on voit se dessiner, si les Américains finalement accueillent assez favorablement ce projet, qu'il est adopté au niveau des pays de l'OCDE, les États membres de l'Union européenne n'auront plus qu'à décider que cette contribution-là alimentera le budget communautaire. Ça semble réaliste que dans ce scénario-là. Tout autre scénario, c'est difficilement envisageable. Que l'Union européenne la mette en place qu'à 27, les 27 ne vont pas être d'accord, ça va devenir compliqué. Donc là, ce qui commence à se dessiner du côté américain, c'est assez, on peut espérer, on peut être un petit peu optimiste. Et au niveau de la taxe carbone, le fait que ce soit du coup accepté à l'échelle de l'Union, ça impacterait comment l'économie de l'Union ? Ce serait mauvais pour là, l'idée, ce serait de profiter de cet instrument, aurait une double vocation, c'est-à-dire, comme cette taxe ne pèserait pas sur les échanges intra-UE, ça n'affecterait en rien les échanges intra-UE, voire peut-être même ça conduirait à des consommateurs européens de consommer plutôt européens que étrangers, puisque restait de taxes en plus. Donc c'est vrai que sur le principe de fonctionnement, ça semble assez réaliste, assez pertinent. Et voilà, en termes d'éléments de blocage, il y en a beaucoup moins que pour d'autres. Mais par rapport à l'extérieur, je veux dire par rapport au marché extérieur. Il faut voir comment s'applique cette taxe et surtout quel pays ça va défavoriser, quel pays extérieur. Et justement, par rapport aux pays défavorisés, est-ce que cette taxe carbone ne va pas à l'encontre des règles commerciales de l'Organisation mondiale du commerce ? Alors c'est justement ça l'élément de blocage du point de vue de la taxe carbone. Parce qu'effectivement, ça peut être considéré comme une entrave à la libre concurrence au niveau international qui favoriserait les pays européens. Et c'est ça le point de blocage pour cet outil-là.